a quelque temps, j'ai pris le train. Et quand je prends le train, j'ai toujours mes petites habitudes. J'arrive presque 1 heure en avance à la gare pour m'acheter un sandwich et pour flâner, c'est-à-dire passer du temps à regarder les boutiques. Dans ce cas-là, les librairies. À la librairie, j'achète souvent le même magazine que j'adore qui s'appelle Histoire et civilisation. Ce mois-ci, il y avait un article sur Pierre de Coubertin. Et je me suis dit que j'avais déjà entendu ce nom. Il y a des rues Pierre de Coubertin. Il y a des rues qui portent ce nom, il y a aussi des arrêts de bus, il y a même un stade de sport, Pierre de Coubertin, à Paris. Et donc je lis le titre entier de l'article qui indique Pierre de Coubertin, portrait du fondateur des Jeux Olympiques modernes. Et ça m'a intriguée. Je me suis dit, c'est vrai, au Moyen-Âge et à la Renaissance, on ne fêtait pas les Jeux Olympiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre la période de la Grèce antique où on fêtait les Jeux Olympiques et aujourd'hui? Les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont sur le point de commencer et j'ai donc décidé de retracer leur histoire de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi plein de questions auxquelles j'ai envie de répondre. Par exemple, qui a inventé les Jeux paralympiques? Ou bien, quel est le symbole de la flamme olympique? Et depuis quand est-ce que les femmes participent aux Jeux olympiques? Si toutes ces questions vous intéressent, restez avec moi, on en parle maintenant. Salut. Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings, le podcast. Je m'excuse à l'avance si la qualité de l'audio est un peu différente de d'habitude. En ce moment, je ne suis pas chez moi, je suis en vacances et donc j'ai complètement oublié mon micro de d'habitude. Mais j'espère que ça ira quand même. Avant de continuer, je vous informe comme d'habitude que vous pouvez retrouver le PDF de la transcription de cet épisode dans le lien de la description. Et vous trouverez aussi une liste du vocabulaire et des expressions que j'ai utilisées dans l'épisode et même un quiz. Pour remonter à l'origine des tout premiers Jeux Olympiques, il faut partir en Grèce en moins 776 avant Jésus-Christ et plus exactement à Olympie. C'est là que tous les 4 ans sont organisés les Jeux Olympiques qui sont le plus grand événement du monde grec. Ils font partie des grands jeux panhelléniques de la Grèce antique. Les Grecs fêtent donc les Jeux Olympiques à Olympie, mais aussi d'autres jeux dans d'autres villes. Les Jeux pythiques dans la ville de Delphes, les Jeux isthmiques dans la ville de Corinthe et les Jeux néméens qui sont fêtés à Némée. Chez les Grecs, les Jeux Olympiques, ce n'est pas qu'un événement sportif, c'est surtout un événement religieux. Ils sont célébrés en l'honneur de Zeus, qui est le plus grand des dieux olympiens. Les dieux olympiens, comme leur nom l'indique, vivent sur le mont Olympe. Ce sont les dieux les plus importants du panthéon grec. Et c'est donc à Olympie qu'on fête les Jeux olympiques. D'après les sources historiques de l'époque, les premiers Jeux olympiques de l'histoire auraient eu lieu en moins 776 avant Jésus-Christ. Tous les citoyens grecs pouvaient y participer. Les paysans autant que les soldats ou même les princes. Et oui, que des hommes. Les femmes n'étaient pas considérées comme des citoyennes chez les Grecs. Elles avaient donc interdiction d'y participer ou même d'y assister. Et pourtant, ça n'a pas empêché la princesse Sparte Kiniska de gagner 2 fois l'épreuve de course de chars. Elle avait trouvé un moyen de contourner la règle. Dans l'épreuve de la course de chars, qui est une course où on conduit une petite voiture, on va dire, qui est conduite par plusieurs chevaux, ce n'était pas le conducteur du char, celui qui conduit, qui était le vainqueur, mais c'était le propriétaire du char, la personne qui possède. Kiniska avait donc acheté un char et des chevaux qu'elle a entraînés et elle a remporté l'épreuve 2 éditions à la suite en moins 396 et en moins 392 avant Jésus-Christ.
Parmi les autres épreuves des Jeux olympiques antiques, on pouvait trouver aussi la course à pied, la lutte, la boxe, le pancrace, qui est un espèce d'art martial qui combine la boxe et la lutte, le pentathlon, qui est plus ou moins l'ancêtre de l'athlétisme et qui regroupait 5 disciplines, la course, le saut en hauteur, le lancer de disque, le lancer de javelot et la lutte. À la fin des Jeux, il n'y avait qu'un seul vainqueur, l'Olympionique. Il remportait tout. On ne lui remettait pas de médaille d'or, mais le Kotinos, qui est une couronne de rameaux d'olivier. Un rameau, c'est une petite branche. Les Jeux olympiques ont été l'événement sportif, social et culturel le plus important de la Grèce antique, mais ils ont malheureusement disparu, parce que c'était aussi un événement religieux. Avec la conquête de la Grèce par Rome, leur importance a diminué. Et puis plus tard, l'empereur romain Théodose Ier s'est converti au christianisme et il a décidé d'interdire les cultes païens, c'est-à-dire le culte des autres dieux qui ne sont pas liés au christianisme. Les Jeux olympiques sont donc interdits en 393 après Jésus-Christ, après plus de 1000 ans d'existence. Mais si les Jeux olympiques ont disparu, pourquoi est-ce qu'on les célèbre encore aujourd'hui ? À la fin du 19e siècle, c'est-à-dire dans les années 1880 en France, il y a un homme qui va beaucoup militer pour donner plus de place au sport dans l'éducation des Français. Il s'appelle Pierre de Coubertin. C'est de lui dont on a parlé tout à l'heure. Pierre de Coubertin, c'est un aristocrate qui a passé beaucoup de temps à étudier en Angleterre, où le sport est très présent dans l'éducation de l'élite anglaise. D'après lui, il faut faire la même chose en France pour créer une sorte d'élite de la nation, des personnes qui seraient les meilleures parmi les meilleurs et qui pourraient reprendre le pays en main, c'est-à-dire l'emmener dans la bonne direction parce que ça n'allait pas. Pierre de Coubertin espère donc à travers le sport créer une élite intellectuelle et physique qui puisse défendre le pays. En 1892, c'est à la Sorbonne, la célèbre université parisienne, qu'il annonce son nouveau projet, rétablir les Jeux olympiques. Le projet paraît complètement fou, et pourtant Pierre de Coubertin réussit à convaincre. 2 ans plus tard, en 1894, le Comité international olympique est créé. Le premier président de ce comité, c'est l'écrivain grec Dimitrios Vikelas. Et il propose symboliquement que les premiers Jeux olympiques aient lieu en Grèce, évidemment. Et c'est donc en 1896 à Athènes que se tiennent les premiers Jeux olympiques de l'époque moderne, ou comme on les appelle maintenant en français, les JO. 4 ans plus tard, ils ont lieu à Paris pendant l'exposition universelle de 1900. À l'époque moderne, les objectifs des Jeux olympiques sont donc complètement différents de ceux de l'Antiquité. Ce n'est pas un événement religieux. On ne célèbre plus Zeus ou les dieux, mais simplement l'excellence sportive internationale. Et les symboles aussi ont changé. En 1913, Pierre de Coubertin dessine le symbole qui est encore aujourd'hui représenté sur le drapeau olympique. 5 cercles de couleurs bleu, jaune, noir, vert et rouge qui représentent les 5 continents. Et puis, il y a aussi la fameuse flamme olympique et son relais. Son histoire est très intéressante. Elle s'inspire de la flamme qui brûlait en permanence dans le temple de la déesse Héra à Olympie, mais aussi des lampadédromies de la Grèce antique. Alors, rassurez-vous, moi non plus, je connaissais pas ce mot avant de faire les recherches, mais je vais vous expliquer et comme ça vous pourrez dire que vous savez ce que ça veut dire. Les lampadédromies dans la Grèce antique, ce sont des courses entre plusieurs équipes pour célébrer un dieu.
Les équipes disposaient de 40 coureurs qui se relayaient un flambeau, de main en main. Un flambeau, c'est un bâton qu'on tient à la main et au bout duquel brûle un feu. On pourrait appeler ça une torche aussi. Le dernier coureur de l'équipe devait allumer un autel avec le flambeau et son équipe remportait ensuite la victoire. Alors attention, ici c'est un autel A-U-T-E-L et non pas un autel H-O-T-E-L. Un autel dans ce contexte, c'est une grande table souvent en pierre où on déposait des offrandes pour les dieux. Et c'est donc ça qui a inspiré la flamme olympique d'aujourd'hui. Il y a d'abord eu une flamme qui a été allumée pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'Amsterdam en 1928, mais c'est à partir de 1936 que la flamme olympique est d'abord allumée à Olympie même en Grèce, avant d'être relayée jusqu'à la ville qui accueille les Jeux. Et cette année-là, les Jeux olympiques sont organisés à Berlin. C'est justement l'un des ministres d'Hitler qui lui a proposé cette idée et qui l'a approuvée. Et le relais de la flamme olympique, il existe encore aujourd'hui, malgré son origine très douteuse. En 1936, à Berlin, les Jeux olympiques deviennent cette fois un enjeu encore plus politique. De nombreux pays demandent le boycott des Jeux olympiques puisqu'il se passe cette fois-ci à Berlin en Allemagne qui est gouvernée par Hitler à ce moment-là. Mais Hitler y voit l'occasion de mettre en avant la puissance de l'Allemagne nazie à travers une grande campagne de propagande de l'idéologie nazie. Il commande à la cinéaste Leni Riefenstahl un documentaire qui montrerait l'image positive d'une Allemagne nazie sportive, puissante et pacifique. La cinéaste va filmer les corps des athlètes en s'inspirant de la représentation esthétique des corps dans l'art grec ancien. On a tous en tête un peu ces images de statues grecques au physique parfait et c'est ce qu'on retrouve dans le documentaire qui s'appelle Olympia. C'est un film qui est encore beaucoup étudié aujourd'hui. Je me souviens qu'on avait passé beaucoup de temps à l'analyser pendant mes études d'audiovisuel, parce que même si ce film a servi de moyen de propagande au régime nazi, la réalisatrice Leni Riefenstahl se défend d'y avoir fait passer un message raciste ou xénophobe. Dans ses mémoires, publiées en 1987, elle écrit « J'ai tourné Olympia comme une célébration de tous les athlètes et un rejet de la théorie de la supériorité de la race aryenne. » Et c'est peut-être un peu facile, je trouve, de faire ce genre de déclaration 43 ans plus tard, après avoir été la cinéaste la plus influente du régime nazi. Et pourtant, encore aujourd'hui, on considère le film comme très réussi et avant-gardiste dans la manière de filmer et de retransmettre les événements sportifs. Dans ce documentaire, Leni Riefenstahl filme donc le corps des athlètes masculins, mais aussi féminins, puisque étonnamment, les femmes sont autorisées à participer aux Jeux olympiques depuis les Jeux olympiques de 1900 à Paris, même si leur nombre à ce moment-là est très petit, et les épreuves auxquelles elles ont droit de participer sont limitées. Parmi les 997 athlètes présents aux Jeux de Paris en 1900, seulement 22 femmes concourent dans 5 sports. Le tennis, la voile, le croquet, l'équitation et le golf. Elles représentent 2% des participants. En 1912, pendant les Jeux olympiques de Stockholm, les athlètes féminines sont autorisées à participer à l'épreuve de natation, qui est la plus importante après l'athlétisme. Mais ça n'a pas du tout plu à notre cher ami Pierre de Coubertin, qui était un grand misogyne. Il pensait que seuls les hommes devraient participer aux Jeux olympiques. À la suite des Jeux de Stockholm, il a écrit un discours dans lequel il dit « Nous estimons que les Jeux olympiques doivent être réservés aux hommes. Une olympiade femelle serait inintéressante, inesthétique. » Et en français, l'utilisation du mot femelle dans ce contexte, c'est vraiment très insultant. C'est un mot qu'on réserve pour les animaux la plupart du temps.
La participation des femmes aux Jeux Olympiques a progressivement augmenté et aujourd'hui la parité, c'est-à-dire l'équilibre entre la présence d'hommes et de femmes, est obtenue. En 2020, aux JO de Tokyo, aux Jeux Olympiques, vous vous rappelez en français on dit les JO, les femmes représentaient 49% des athlètes. Le Comité international olympique a mis en place quelques mesures pour atteindre ce résultat. Depuis 1991, tout nouveau sport souhaitant être inclus au programme olympique doit obligatoirement comporter des épreuves féminines. Et depuis l'ajout de la boxe féminine au programme des Jeux, en 2012, les femmes concourent maintenant dans tous les sports qui sont au programme. Et ce qui est marrant aussi, c'est que jusqu'au JO de 2020, à Tokyo toujours, il y avait encore 2 disciplines qui étaient réservées uniquement aux femmes. Les hommes n'avaient pas le droit d'y participer. C'était la natation synchronisée et la gymnastique artistique. Et donc, pour cette édition des Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une petite nouveauté. Les hommes seront autorisés pour la première fois à participer à l'épreuve de natation synchronisée en équipe. Et j'ai très hâte de voir ça. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont donc la 33e édition des Jeux Olympiques d'été et seront suivis par un autre gros événement, les Jeux Paralympiques. Et là aussi, je me suis posé la question, qui a eu l'idée de créer les Jeux Paralympiques ? Et l'histoire est très intéressante. La création des Jeux Paralympiques est plus ancienne que ce que j'imaginais. J'imaginais quelque chose qui aurait été inventé dans les années 80, mais ça remonte plus loin. La Seconde Guerre mondiale a fait, comme on le sait, des millions de morts, mais aussi des millions de blessés. À la fin de la guerre, les soldats blessés sont soignés dans des hôpitaux militaires. En Angleterre, il y a un service spécial qui est créé pour les blessés de la moelle spinale, c'est-à-dire les blessés à la colonne vertébrale, à l'hôpital de Stoke Mandeville. C'est le docteur Ludwig Guttmann qui dirige le service. Ludwig Guttmann, c'est un médecin neurologue juif allemand. Un neurologue, c'est un spécialiste du cerveau. Avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir et la mise en place du régime nazi, les médecins juifs avaient l'interdiction d'exercer dans les hôpitaux civils. Et Ludwig Guttmann est donc devenu neurologue dans un hôpital juif avant de décider de fuir l'Allemagne pour s'exiler en Angleterre avec sa famille en 1939. En 1944, avec l'aide du gouvernement britannique, il fonde le National Spinal Injury Center, le Centre national des blessés de la moelle spinale, à Stoke Mandeville, près de Londres. Désolée pour la prononciation de Stoke Mandeville, je sais pas comment on le dit. J'ai jamais entendu parler de cette ville avant de faire ces recherches. Cette unité spécialisée dans ce centre compte environ 60 patients qui sont des anciens pilotes de la Royal Air Force qui sont tous en fauteuil roulant. L'objectif du docteur Guttmann, c'est non seulement de soigner ces patients, mais aussi de les accompagner dans leur parcours de rééducation et dans leur intégration dans la société. Et pour ça, il pense que le sport peut être une excellente thérapie, puisqu'elle va à la fois stimuler le corps et l'esprit. Il va leur proposer des sports comme le tir à l'arc ou le netball, qui est un dérivé du basketball. En 1948, les Jeux Olympiques se tiennent à Londres et le docteur Guttmann a une idée, organiser les Jeux de Stoke Mandeville avec une compétition de tir à l'arc et de netball. Et 16 vétérans en fauteuil roulant y participent. L'événement est un succès puisqu'il est à nouveau organisé 4 ans plus tard. Et cette fois-ci, il s'agit des Jeux internationaux de Stoke Mandeville, puisque des participants néerlandais font partie de la compétition. Et l'engouement, l'enthousiasme pour les Jeux de Stoke Mandeville continue. En 1954, 14 pays y participent.
La plupart des participants, qui sont tous paraplégiques, c'est-à-dire qu'ils sont paralysés des deux jambes, viennent d'hôpitaux ou de centres de rééducation dont les directeurs avaient suivi l'exemple de Stoke Mandeville et ils avaient donc inclus le sport dans leur programme de rééducation. Et c'est en 1960, pendant la 9e édition des Jeux internationaux de Stoke Mandeville, qu'on va les considérer comme les premiers Jeux paralympiques, même si le terme paralympique ne sera officialisé qu'en 1984 par le comité olympique. Les Jeux paralympiques de 1960 se tiennent à Rome et il y a 5000 personnes qui assistent à la cérémonie d'ouverture. 23 pays sont présents avec 400 athlètes en fauteuil roulant qui s'affrontent dans 8 sports différents. Les Jeux olympiques modernes existent donc depuis 128 ans maintenant. Et on a vu à quel point ils ont évolué pendant cette période. Mais on peut se demander à quoi ressembleront les Jeux olympiques du futur. Est-ce que les chaleurs d'été permettront de continuer à organiser ces grandes compétitions? Peut-être que seulement quelques pays où les températures seront encore à peu près acceptables pourront accueillir les Jeux. Et aussi, où est-ce qu'on trouvera encore assez de neige en montagne pour organiser les Jeux olympiques d'hiver? Comment est-ce qu'on va pouvoir construire des jeux plus écologiques, plus respectueux de l'environnement? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de construire à chaque fois de nouveaux stades, de nouvelles piscines, un village olympique pour chaque édition des Jeux alors que ça ne dure qu'un mois? Les Jeux olympiques vont donc devoir s'adapter pour perdurer, pour continuer à exister dans le temps. L'avenir des Jeux, ça va devoir passer par des solutions plus durables, plus écologiques. On pourrait imaginer, pourquoi pas, que les structures soient réutilisées année après année et voyagent dans les pays différents. Et vous, comment est-ce que vous les imaginez, les Jeux olympiques du futur ? Merci d'avoir été au rendez-vous. N'oubliez pas de télécharger le PDF avec la transcription et le vocabulaire de l'épisode pour continuer à pratiquer chez vous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.